Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va entamer notre dernière séance qui touche le système d'information de santé. Petit rappel sur ce qu'on a vu jusqu'à la semaine dernière. Les derniers points qu'on a traités, c'est les critères d'un bon système d'information sanitaire. Donc, on a établi c'est quoi les barèmes puis les standards à suivre. Par la suite, on a passé à l'évaluation, à l'étape 9 de ce système d'information sanitaire. Bien sûr, une fois qu'on établit des critères, ben, il faut faire du contrôle et de l'évaluation pour savoir si on rejoint les standards qu'on a mis en place. Aujourd'hui, on va traiter l'amélioration du système d'information sanitaire. Il faut savoir que une fois qu'on a un système qui est en place, ben, il y a toujours place à l'amélioration, puis l'optimisation des façons de faire. Puis la façon avec laquelle on procède, c'est qu'on fait une amélioration à partir d'indicateurs et de rapports. On établit les standards, puis à partir de ces indicateurs-là, ben, on dit est-ce qu'on rejoint ces standards-là et comment on peut les améliorer. Et bien évidemment, on va terminer avec une petite conclusion. Donc, sans tarder, on démarre la séance 4. Donc, comment améliorer notre système d'information sanitaire? Il faut savoir que les systèmes d'information sanitaire ont été victimes d'un sous-investissement chronique pour ce qui est de la collecte, l'analyse, la diffusion et l'utilisation des données. Même quand ils sont disponibles, les données sont souvent dépassées ou peu fiables. Euh, Malheureusement, les priorités de notre système de santé est encore sur les éléments très élémentaires, très basiques. On n'a pas encore le financement durant les années passées pour pouvoir investir dans ce système d'information sanitaire pour qu'il soit plus performant. Donc, on a accumulé un peu de retard, mais il y a une prise de conscience de la part du ministère de la Santé pour donner plus de budget pour ce système d'information sanitaire parce que on ne peut pas avancer si on ne traite pas l'information comme il faut, parce que c'est en ayant l'information qu'on est capable de prendre des bonnes décisions. Donc, les efforts visant à améliorer les systèmes d'information sanitaire ne peuvent pas porter uniquement sur les pays ou sur quelques partenaires de développement. Le programme de réforme et d'amélioration du système doit se fonder sur l'engagement et les efforts du pays et accroître la demande de l'offre des informations. Il doit comprendre, entre autres, les éléments suivants. Premièrement, une création de la demande et de l'engagement national. C'est sûr qu'il y a pas une volonté à haute échelle d'avancer les choses au niveau du système d'information sanitaire, ben, il n'y a rien qui va bouger. En deuxième lieu, il y a la prise en compte des besoins des utilisateurs. On veut collecter de l'information, mais il faut savoir les utilisateurs, qu'est-ce qu'ils cherchent exactement comme information. Bien sûr, quand je parle des utilisateurs, comme on l'a vu auparavant, on parle des décideurs aussi. Donc, les gens qui vont prendre des décisions avec l'information qu'on collecte au niveau du système d'information sanitaire. Exemple, le ministre de la Santé, là, qui vient chaque jour nous donner le topo de la crise ou de l'épidémie de COVID, ben, il faudra qu'on sache exactement qu'est-ce qu'il a besoin d'informations pour qu'on puisse par la suite rentrer ça dans la machine, aller collecter de l'information, aller la traiter, puis aller la présenter à notre ministre de la Santé pour qu'il puisse la diffuser à l'ensemble de la population. En troisième point d'amélioration, le développement d'un plan pluriannuel global. Notre plan doit être très détaillé là pour pouvoir
rejoindre nos objectifs. En quatrième élément, évaluation des capacités existantes. C'est sûr, on ne peut pas aller loin si on ne sait pas d'où on part. Donc, il faut qu'on évalue exactement nos capacités pour qu'il n'y ait pas de la répétition dans la réalisation de projets en relation avec le système d'information sanitaire. Bien sûr, on ne va pas réinventer la roue. S'il y a des choses qui sont mises en place, ben, on va partir à partir de ces outils, ces mécanismes-là qu'on a pour pouvoir avancer à un stade supérieur et ainsi réaliser de l'amélioration sur notre système d'information sanitaire. En cinquième critère, la formation du personnel et l'utilisation des nouveaux instruments de collecte et d'analyse de données. Comme vous le savez, les systèmes évoluent, les technologies évoluent, puis il faut toujours s'adapter à ça pour pouvoir avancer au rythme des autres pays. Donc, il faut que notre personnel soit toujours informé sur les nouvelles façons de faire pour pouvoir suivre la vague de changement et d'amélioration continue. En sixième position, comme critère, l'accroissement du financement. Bien sûr, si on n'a pas de gaz dans le véhicule, ben, on ne va pas pouvoir avancer. Et bien évidemment, s'il n'y a pas une volonté de la part du ministère de la Santé, du ministère des Finances, de donner un budget assez intéressant à ce système d'information sanitaire, ben, on ne pourra pas le développer. Et en septième critère, l'amélioration de la coordination. C'est sûr que si chacun travaille dans son petit coin, puis il n'y a pas une coordination entre les différents parties prenantes du système d'information sanitaire, ben on ne va pas pouvoir aller de l'avant. Puis une coordination à haut niveau, que ce soit au niveau vertical ou au niveau horizontal, doit se faire au sein du système d'information sanitaire pour pouvoir avancer la machine. Quand je parle d'organisation verticale et horizontale, je parle au niveau horizontal, je parle entre les médecins, les infirmiers et quand on parle de l'organisation verticale, ben, on parle des hauts dirigeants du système d'information de santé, allant du plus bas responsable jusqu'au ministre de la Santé. On passe aux indicateurs. On va démarrer par des définitions. Donc, selon l'Organisation mondiale de santé, un indicateur donne une indication sur une situation donnée. Ils sont des variables aidant à mesurer le changement. Les indicateurs, ils sont connus chez les anglo-saxons comme étant les KPI, Key Performance Indicator. Ces indicateurs, si je fais la traduction mot en mot, clés indicatrices sur la performance. Ces indicateurs, c'est comme les alarmes qui vont nous permettre de savoir est-ce qu'on est en train d'avancer, est-ce qu'on est en train de reculer, ou est-ce qu'on est rendu. C'est de cette façon-là qu'on est capable de tracer notre évolution de notre système d'information sanitaire. Regardez ça comme un tableau de bord d'un véhicule. Vous avez la jauge de gaz, vous voyez combien vous avez consommé, ben, ça c'est un indicateur. Vous voyez sur le tableau de bord des véhicules la vitesse avec laquelle vous roulez avec votre véhicule, 20 km à l'heure, 30 km à l'heure, ainsi de suite. Ben, ça c'est des indicateurs sur l'état actuel de votre avancement avec votre véhicule. Puis c'est exactement cela qu'on souhaite faire au niveau du système d'information sanitaire. Ben, on va mettre en place des indicateurs qui vont nous dire exactement l'heure juste de notre système de santé et ainsi prendre les décisions nécessaires pour l'améliorer. Le concept indicateur peut être défini aussi comme
une information contribuant à l'appréciation d'une situation par le décideur. Il n'est jamais muet, il entraîne une réaction. Donc, un indicateur, quand vous êtes sur votre véhicule, vous regardez que vous dépassez la limite, vous êtes en zone de ville, vous n'êtes pas censé aller plus que 50 km à l'heure, par exemple. Ben, si votre indicateur de vitesse monte à 60, 70, 80, ben, ça vous donne l'état de votre avancement sur la route. Et ainsi, vous allez prendre une action ou une réaction et vous allez diminuer ou baisser votre vitesse pour respecter la limite de 50 km à l'heure. C'est exactement ce qu'on fait avec le système d'information sanitaire. On va mettre en place des indicateurs. Ces indicateurs-là vont nous dire exactement l'état, puis après, on prendra des réactions et des actions nécessaires pour corriger le tir ou peut-être l'accentuer selon le besoin. Les types d'indicateurs, on peut citer ce que notre ministre de la Santé fait chaque jour avec l'épidémie du COVID. À chaque jour, il nous dit c'est quoi le nombre de décès, c'est quoi le nombre des cas, les nouveaux cas, ainsi de suite. Puis à partir de ces indicateurs-là, ben, le ministre de la Santé est capable de décider est-ce qu'on enlève, on retire le confinement ou on le continue, on continue dans ce confinement. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Encore pour les définitions, cette réaction qu'on vient de dire, normalement, un indicateur entraîne une réaction. La réaction peut être de ne rien faire, mais tout de même, une démarche active est nécessaire. C'est la signalisation portée par l'indicateur qui entraîne ce comportement. Ça veut exactement tout dire. Donc, il y a plusieurs types d'indicateurs. Il y a les indicateurs quantitatifs. Ils font l'objet des énoncés statistiques, incidence, pourcentage, nombre. On quantifie, on dit c'est quoi le nombre. Il y a des indicateurs qualitatifs, jugement et perception fondés pour l'essentiel sur une analyse objective. Donc, exemple, est-ce que notre système de santé est en bonne santé et il est en mauvaise posture? Donc, on parle de la qualité, on attribue un adjectif à la situation. Est-ce qu'elle s'améliore? Est-ce qu'elle s'améliore pas? Contrairement au quantitatif, ben là, on donne des chiffres, des pourcentages. On passe au troisième type, indicateur combiné. Combine des mesures qualitatives et quantitatives. Donc là, l'indicateur combiné, ben, il jumelent les deux types d'indicateurs qu'on a mentionnés auparavant, à savoir le quantitatif et le qualitatif. Et il y a aussi le quatrième type d'indicateur qui est la proxy, des mesures indirectes d'une situation. Ils peuvent être quantitatifs, qualitatifs ou combinés. Donc, l'indicateur à proxy, il peut regrouper l'ensemble des types d'indicateurs qu'on vient de mentionner. Donc, on passe au rapport. La production des rapports vise à rassembler les informations provenant du système d'information. Les fonctionnaires s'occupant de santé publique et de statistiques sanitaires afin qu'ils contribuent à la création des connaissances en matière de santé. Ces rapports ont pour objectif de contribuer à la préparation, à la planification, à la mise en œuvre et à l'évaluation de la politique de santé. Il y en a plusieurs rapports, comme on l'a mentionné. Il y a énormément de rapports. Chaque rapport là, traite un programme en particulier. Si on défile les programmes, on a le programme SMI PF, PNI, qui est l'abréviation de la santé maternelle et infantile
et de planification familiale. C'est un rapport qui est mensuel. Les indicateurs qu'on suit avec ce rapport-là, il y a le taux de couverture de vaccination par le BCG, le DTC-PH, le plus HB, le HB3 et le VAB. Et il y a aussi le taux d'incidence des maladies cibles de la vaccination. Comme deuxième programme, on a le PSGA, c'est le programme de surveillance de la grossesse. C'est un rapport qui est trimestriel. Parmi les indicateurs qu'on suit à l'intérieur de ce programme-là, on a le taux de mortalité maternelle, on a le taux de mortalité néonatale, on a le taux d'accouchement en milieu surveillé, on a aussi le taux de couverture par la CPN par milieu, on a le taux d'intervention obstétricale majeure, on a le nombre d'hôpitaux provinciaux équipés et ayant le personnel qualifié pour prendre en charge les urgences chirurgicales, on a aussi le nombre des ESSB et ayant le personnel qualifié pour assurer les accouchements. On passe au prochain rapport qui est c'est un rapport mensuel qui s'inscrit dans le cadre du programme PLMC, le programme national de lutte contre les maladies de carence. Parmi les indicateurs qu'on révèle à l'intérieur de ce programme, on a le taux d'utilisation des SRO, on a le taux de malnutrition aiguë, on a le taux de malnutrition chronique, on a le taux d'allaitement maternel exclusif des enfants de moins de 4 mois. Et bien sûr, il y en a d'autres indicateurs. On se limite à ces exemples-là pour ce programme-là. Pour un autre rapport mensuel, qui est à l'intérieur du programme PLMD, le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques, on a exemple le taux de déshydratation sévère, on a le taux de référence des cas de diarrhée. Prochain programme où on met toujours un rapport mensuel avec plusieurs indicateurs, c'est le programme IRA, infection respiratoire aiguë. Parmi les indicateurs, on a l'incidence des IRA chez les enfants, la proportion des cas graves par rapport à l'ensemble des cas, le taux de préférence par type d'IRA basse, et on a le taux de mortalité lié au IRA. Comme prochain programme, on a le PF, planification familiale, contraception hormonale. C'est un rapport mensuel. À l'intérieur, on met plusieurs indicateurs. L'année, le couple, protection des femmes mariées en âge de production entre 15 et 49 ans, la prévention contraceptive par milieu et par méthode, le taux de participation du secteur privé, la structure contractive, les taux de satisfaction des besoins non satisfaits. Donc, bien sûr, tous ces programmes-là nous donnent beaucoup d'indicateurs sur les décisions puis les étapes à suivre. On a aussi comme programme le ST-SIDA, donc c'est un rapport qui est trimestriel. Il nous donne les indications suivantes, l'incidence des IST pour 100 000 habitants sur une population de 15 à 45 ans, une prévalence de l'infection à VIH dans les différents sous-groupes de la population, les porteurs de IST, les femmes enceintes tuberculeuses, la tuberculose, le nombre de cas de VIH-Sida, les déclarés
chaque année de ce nombre-là, le nombre de patients atteints de VIH-Sida pris en charge, le nombre de pourcentage de médecins exerçant au niveau des ESSB formés en matière de prise en charge syndromique des IST. Donc, voilà les différents programmes. Comme on l'a vu, à chaque programme, on a des rapports qui sortent, que ce soit des rapports trimestriels ou annuels ou mensuels. À l'intérieur de ces rapports-là, on trouve des indicateurs. Ces indicateurs nous permettent de voir l'heure juste, puis pouvoir s'ajuster par la suite. Donc, comme conclusion qu'on peut tirer pour ce système d'information sanitaire, il faut savoir, pour faciliter le développement des processus des gestionnaires, il est indispensable que les gouvernements mettent en place, renforcent leur système d'information pour la gestion des programmes sanitaires. C'est ça la conclusion qu'on peut mettre en place pour ce système d'information sanitaire. C'est un système qui est très important à notre système de santé et qui nous donne les indications sur l'état de la situation dans le pays. Puis, bien sûr, il demande beaucoup de financement, puis beaucoup de volonté pour pouvoir l'avancer. Et c'est sûr que si les décideurs ne prennent pas conscience de ce système-là, ben, ils prennent des décisions, mais à l'aveuglette. Euh, la meilleure façon de voir exactement l'état de la situation de santé au Maroc ou ailleurs, ça demande un système pareil qui nous donne une vue globale sur la situation, puis ainsi prendre les bonnes décisions. Voilà tout. De cette façon, notre cours sur le système d'information sanitaire de santé s'achève. N'hésitez pas si vous avez des questions, des interrogations, vous pouvez nous rejoindre soit sur Facebook ou YouTube ou sur votre site de l'Institut Averroès Plus de Marrakech. On est là pour répondre à toutes vos questions. Je vous souhaite une bonne fin de journée, puis on se retrouve pour une prochaine unité de formation. Bye.